Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du tome 1 d'une œuvre qui s'intitule Le Comte de Monte-Cristo. Ce roman a été écrit par Alexandre Dumas et la parution va d'août 1844 à janvier 1846. Le bateau Le Pharaon arrive à Marseille. Monsieur Morel, l'armateur, vient sur le bateau et rencontre Dantès, un jeune homme de 19 ans. Dantès dit que le capitaine Leclerc est mort d'une fièvre cérébrale. Dantès donne des ordres pour commander le bateau à la place du capitaine, et il le fait bien. Morel voit Monsieur Danglars, qui a entre 25 et 26 ans. Il est comptable sur le bateau. Danglars dit à Morel qu'il reproche à Dantès d'avoir mis le bateau en retard car il a fait un détour sur l'île d'Elbe. Morel pense laisser le poste de capitaine à Dantès qui se débrouille bien sur le bateau. Dantès dit avoir été sur l'île d'Elbe et qu'il a vu un maréchal et l'empereur afin de lui remettre un paquet que lui a confié le capitaine Leclerc. Danglars parle à Morel d'une lettre remise par le capitaine Leclerc à Dantès. Dantès a fini son travail et Morel le laissa aller voir son père et sa fiancée catalane qui s'appelle Mercédès. Il dit à Dantès qu'il veut le faire capitaine. Dantès dit à Morel qu'il y a eu un froid avec Danglars, mais qu'il garderait cet homme s'il devenait capitaine. Dantès va voir son père. Il se rend compte que son père ne se sent pas bien, et il remarque que son père manque de nourriture. Pourtant Dantès lui avait laissé de l'argent pour qu'il ne manque de rien durant son absence. Le père dit que Caderousse est venu demander de l'argent que Dantès lui devait. Le père de Dantès a dû se débrouiller depuis 3 mois avec peu d'argent. Dantès lance son argent sur la table pour que son père aille chercher quelque chose à manger. Caderousse, qui a alors entre 25 et 26 ans et qui habite le même bâtiment, arrive et louche sur l'argent sur la table. Dantès part voir Mercédès avec qui il va bientôt se marier. Caderousse revoit Danglars. Danglars est jaloux de Dantès. Caderousse parle d'un homme qui tournerait autour de Mercédès et que la jeune femme appelle mon cousin. Danglars et Caderousse vont à la réserve boire un coup. Dantès va au quartier des Catalans. Mercédès est avec Fernand et c'est l'homme qu'elle appelle mon cousin. Elle refuse son amour alors que Fernand est fou amoureux de cette fille. Elle dit que si Dantès venait à mourir, elle se tuerait. Dantès vient. Il se rend compte que Fernand est son ennemi. Selon Mercédès, ceci n'est pas le cas. Fernand s'en va et il est en colère. Il passe devant la réserve, Caderousse et Danglars l'arrêtent. Ils ont deviné pourquoi Fernand est dans cet état, et ils ne font qu'attiser la jalousie du jeune homme. Dantès et Mercédès passent devant la réserve. Ils disent qu'ils vont se marier demain ou après-demain. Ensuite, Dantès devra aller à Paris pour effectuer une mission demandée par le capitaine Leclerc. Fernand dit qu'il a voulu tuer Dantès, mais que Mercédès a dit qu'elle se tuerait si Dantès venait à mourir. Fernand pense lui aussi mourir si Mercédès venait à mourir. Danglars pousse Caderousse à boire. Danglars propose un plan à Fernand. Il veut que Dantès aille en prison. Caderousse prend la défense de Dantès, mais saoul, il ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. Il dit tout de même que l'on sort de prison et que lorsque Dantès sortira de prison, il risque de se venger. Danglars écrit de sa main gauche une lettre dans laquelle il dénonce Dantès comme agent bonapartiste de façon anonyme. Caderousse se rend compte qu'ils font de mauvaises actions. Danglars fait croire que c'est une plaisanterie, il froisse la feuille et la jette. Caderousse et Danglars s'en vont, Fernand ramasse la lettre, Danglars le voit et il ne dit rien. Le lendemain, Dantès, Mercédès, le père de Dantès, Morel, Fernand, Caderousse, Danglars et d'autres sont à la réserve. Dans 1h30, Dantès et Mercédès vont se marier. Au moment de partir pour se marier, des soldats et un commissaire viennent chercher Dantès. Il est emmené pour une raison inconnue.
Cadirou se rend compte de ce qu'a fait Fernand et Danglars, et il veut faire quelque chose, mais on lui dit que s'il prend la défense de Dantès, on risque de le prendre pour son complice. Morel est allé demander ce qu'il se passe. Il dit qu'on accuse Dantès d'être un agent bonapartiste. Morel laisse le commandement du bateau à Danglars. Si Dantès revient, il reprendra le poste de capitaine. En même temps a lieu un repas de fiançailles, mais cette fois-ci chez des nobles qui sont royalistes. Monsieur de Villefort, qui a alors 27 ans, va se marier avec Renée, qui est la fille du couple de Saint-Méran. Ces membres de la noblesse sont contents de la chute de Napoléon et du retour du roi. Les nobles sont soulagés du fait que Napoléon va être envoyé à Sainte-Hélène, car selon eux, l'île d'Elbe était trop proche de la France. Il y a une ombre au tableau, qui est le père de Villefort. Cet homme a été un Girondin. Villefort prend sa défense en disant que son père s'est rangé depuis du côté des royalistes. Villefort est un ambitieux et il pense que, en s'alliant avec la haute société, il montera l'estrade de la société. Villefort parle de son métier. Il est substitut du procureur du roi et dans son métier, il ne connaît pas la pitié. Villefort est dérangé. Il doit partir car on vient d'arrêter un bonapartiste. René lui demande d'être indulgent. Villefort va à son travail. Monsieur Morel va voir Villefort. Il vient dire du bien de Dantès et demande à Villefort d'être juste. Villefort dit qu'il relâchera Dantès si il est innocent, mais qu'il sera puni s'il est coupable. Dantès voit Villefort. Dantès dit ce qu'il sait. Villefort lui montre la lettre anonyme. Villefort pense être clément avec le jeune homme car il se rend compte que Dantès est innocent. Dantès pense que cet homme va l'aider. Cependant, quand Villefort remarque que la lettre était adressée à M. de Noirtier, il change d'avis. M. de Noirtier est le père de Villefort. Afin de ne pas être mêlé aux histoires de son père qui pourraient provoquer sa chute dans la société, Villefort brûle la lettre et il recommande à Dantès de ne pas parler de cette lettre. Des gendarmes emmènent Dantès ensuite au château d'If, qui est une prison. Dantès les suit sans résistance car il ne sait pas où on l'emmène. Il ne s'en rend compte que trop tard, il est mis dans une cellule. Le lendemain, il demande au geôlier à parler au gouverneur. On lui dit que ceci n'est pas possible. On lui parle d'un autre homme obstiné, un abbé, qui est devenu fou et qui est maintenant dans un cachot. Le geôlier refuse de passer un message à Mercédès. Dantès devient furieux, il menace de tuer le geôlier avec un tabouret. On descend Dantès dans un cachot. Villefort est revenu auprès de sa fiancée. Il dit qu'il va aller sans tarder auprès du roi lui apporter une nouvelle. Mercédès va voir Villefort. Il lui dit qu'il ne peut rien faire pour Dantès et qu'il ne sait pas ce qu'il est devenu. Villefort se sent mal car il se rend compte que pour la première fois il condamne à l'innocent. Cependant, il ne fait rien pour libérer Dantès. Il part à Paris. M. Morel veut aider Dantès, mais il n'arrive à rien. Villefort se rend auprès du roi Louis XVIII. M. de Bellecasse dit au roi de faire attention à ce qui se passe dans le sud de la France, car il pourrait y avoir des problèmes. M. le baron d'André, qui est le ministre de la police, lui dit qu'il n'y a pas de souci à se faire à propos de Napoléon. Villefort est introduit auprès du roi. Il dit au roi que Napoléon prépare son retour en France. Le baron d'André vient dire au roi qu'il vient d'apprendre que Napoléon a débarqué en France le 1er mars, et on est le 3 mars. On parle de l'affaire du général Quesnel, qui était un espion qui travaillait pour le roi. Il aurait été victime d'un guet-apens bonapartiste. On fait le portrait d'un suspect. Villefort se rend compte que le signalement est celui de son père. Villefort revient à son hôtel. Le père vient voir son fils. Villefort pense que son père ou son club bonapartiste de la rue Saint-Jacques a quelque chose à voir avec ce meurtre. Son père lui dit que non, et il évoque la possibilité d'un suicide ou d'un accident. Villefort lui dit qu'on a le signalement de l'homme qui est suspect. Noirtier de Villefort effectue une transformation afin qu'on ne le reconnaisse pas avant de partir de l'hôtel. Finalement, le roi est tombé et l'empereur reprend sa place. M. Morel va voir Villefort. Il veut savoir ce qui est advenu à Dantès. Villefort lui dit qu'il a été enlevé et mis ailleurs, mais il ne sait pas où. Il dit à Morel que Dantès peut revenir à tout moment. Villefort dit qu'il va faire parvenir une pétition pour faire délivrer Dantès. Il dicte une lettre à Morel et il dit qu'il va l'envoyer, ce qui évidemment ne se fera jamais. Waterloo arrive. Louis XVIII remonte sur le trône.
Villefort devient procureur du roi et il épouse mademoiselle de Saint-Méran. Fernand est appelé à l'armée comme Caderousse. Le père d'Antès meurt, M. Morel paie l'enterrement. Au château d'If se passe la visite de l'inspecteur des prisons. Il descend dans les cachots. L'inspecteur va tout d'abord voir Dantès. Dantès ne sait plus quelle est la date actuelle. L'inspecteur lui dit que l'on est le 30 juillet 1816. Dantès ne sait toujours pas pourquoi on l'a arrêté et quelle est la durée de sa peine. L'inspecteur va ensuite voir l'abbé, que l'on dit fou car il augmente chaque fois la somme promise contre sa libération. C'est effectivement ce qui se passe, mais personne ne le croit. Dantès attend de l'aide qui n'arrive pas. Il se tourne ensuite vers Dieu. La rage le prend, puis des idées de suicide apparaissent. Pour mourir, il a l'idée de faire semblant de manger et se laisser mourir de faim. Il met ce plan en place, mais il entend un grattement. Il reprend alors espoir car il pense qu'un autre prisonnier est en train de creuser un tunnel. Il creuse lui aussi de son côté, les deux prisonniers finissent par se rencontrer. L'autre homme s'appelle l'abbé Faria. Il a creusé 50 pieds de pierre en 3 ans. Il s'est trompé dans ses calculs car il pensait arriver à la mer et non dans une autre cellule. L'abbé est un homme instruit, il a appris beaucoup de choses dans les livres et il les a retenues. Grâce à son ingéniosité, il est arrivé à se construire des outils, du papier, des aiguilles, de l'encre, etc. L'abbé Faria est au château d'If depuis 1811, car il a voulu intégrer des morceaux épars de l'Italie dans un empire. Il raconte son histoire à l'abbé Faria qui lui fait la lumière sur ce qui s'est réellement passé. L'abbé Faria veut transmettre son savoir à Dantès. Ils creusent ensemble une nouvelle galerie afin de s'échapper. Dantès se rend compte que l'abbé Faria est malade. Il a une seconde attaque cérébrale. Grâce à un remède, l'abbé Faria s'en sort, mais il est à moitié paralysé. L'abbé recommande à Dantès de partir seul. Dantès ne veut pas partir avant que l'abbé soit mort. Comme ils ne partiront pas tout de suite, l'abbé lui dit d'aller reboucher le souterrain qu'ils ont fait. L'abbé Faria parle à Dantès de son trésor. L'abbé Faria était ami avec le cardinal Spada. Il y a quelques siècles, le pape et César Borgia avaient besoin d'argent, et ils ont invité 2 cardinaux, Jean Rospigliosi ainsi que César Spada. Lors d'un dîner, ils ont été empoisonnés par des morilles vénéneuses. César Borgia et le pape se rendent compte après coup que le cardinal a légué bien peu de choses à son neveu. L'actuel cardinal Spada recherche la richesse cachée de son aïeul, mais il ne la trouve pas. Il meurt et il lègue ses livres à l'abbé Faria. Par hasard, l'abbé Faria prend un papier dans un bréviaire et brûle un papier. Il voit alors que des caractères se dévoilent à la chaleur. Le trésor des Spada se trouve dans l'île de Monte Cristo. Le trésor vaudrait entre 13 et 14 millions. Après avoir trouvé le lieu du trésor, l'abbé Faria procède à un départ précipité. Il se fera arrêter car on craint que cet homme mette ses idées politiques en place. L'abbé Faria a un 3e accès. Dantès lui donne sa liqueur, mais il meurt. Une fois découvert par les geôliers, l'abbé sera mis dans un sac de toile. Dantès pense prendre la place du mort. Il met le corps de l'abbé dans son cachot et il se met dans le sac de l'abbé Faria dans l'autre cachot. Il pense qu'il va être enterré. Des hommes viennent chercher le sac et ils balancent Dantès à la mer. Dantès arrive à éventrer le sac et à enlever la corde qui tient un boulet à ses pieds. Il remonte à la surface. Il arrive à nager jusqu'à l'île de Tiboulen. Dantès voit passer un bateau pirate. Il se signale. Il nage jusqu'au canot, mais il manque de se noyer. Les membres du bateau prennent soin de lui. Dantès leur fait croire qu'il était marin sur le bateau qui est en débris non loin d'eux. Pour donner une raison à ses longs cheveux et à sa longue barbe, il dit qu'il a fait un vœu dans lequel il ne devait pas se les couper durant 10 ans. Les membres de l'équipage se rendent compte que Dantès est un bon matelot. On le garde à bord. Jacopo lui passe des affaires. Il demande quelle date on est. On est le 28 février 1829. Il a maintenant 33 ans. Il a passé 14 années au château d'If. Le canon du château d'If est mis en marche, ce qui signifie qu'un prisonnier s'est évadé. Dantès fait comme si de rien n'était. La tartane va en direction de Livourne.